allez savoir pourquoi. J'avais très hâte de voir les cérémonies du 100e des Bruins. Est-ce que c'est la seule autre équipe qui a eu 100 ans depuis le Canadien ou j'en ai manqué? J'ai manqué les Red Wings parce que, je sais pas, le Canadien n'était pas l'adversaire cette fois-là. Les Bruins, c'est la plus vieille organisation, plus vieille équipe américaine de la Ligue nationale. Donc, puis les Maple Leafs n'ont pas eu 100 ans? Oui, je pense que les Leafs ont eu 100 ans, non? Ben, c'est une formation canadienne. Oui, je sais, mais j'essaie de voir. Au lieu de regarder sur Google. Oui, c'est ça, tu arrives avec tes questions. Non, je veux pas ça. En 200016, les Leafs ont eu 100 ans. C'était le 100e. C'est drôle, je m'en rappelle zéro. Ouais, moi non plus. Ben, c'est pas drôle, à vrai dire, c'est normal, je pense. Alors, j'avais hâte. J'avais hâte de voir ça. Est-ce que tu as été aussi déçu que moi? Comme tu nous l'as écrit dans tes notes, disons que, je pense que autant le Canadien a peut-être exagéré, parce que là, je suis allé revisiter toutes les festivités du centenaire, parce que ça fait quand même 15 ans. C'est 2009. Et déjà que j'ai pas de mémoire. Mais tu sais, comme il y en a eu des affaires. Non, je me rappelle que c'était beaucoup trop. Oui. Alors, quand on dit trop, c'est comme pas assez. Dans le cas des Bruins, peut-être que pas assez, c'est comme trop. Pas assez, c'est pas assez. Pas assez, c'est pas assez. Non, écoute, moi, je trouvais que ça faisait... Pic. Ça faisait cérémonie à petit budget. À dire, il faut que ça dure 30 minutes, puis... peut-être quand tu as juste 6 Coupes Stanley en 100 ans aussi, c'est peut-être moins... fast. Wow. Mais... Tu as vu ça, la pique? Boston! Tu l'as pas vu venir, hein? Mais c'est ça, ils ont présenté comme 12, 13 ou 14 anciens joueurs au centre de la patinoire. Il y avait une espèce de boîte qui était là au milieu de la glace où c'était très premier degré. Là. Oh, on place tous nos souvenirs dans le coffre-fort et on ferme ça et on recommence le nouveau siècle. Honnêtement, j'ai trouvé que ça faisait cérémonie à petit budget. C'était pas digne d'une grande organisation. De ce genre de festivité, là, que peu importe l'entreprise, un centenaire, c'est pas rien. Et j'étais sans connaissance que Zdeno Chara soit pas là. Le dernier capitaine à avoir soulevé la Coupe Stanley. Ils ont présenté des gagnants de 2011, les derniers gagnants de la Coupe. Il y avait Brad Marchand qui jouait dans 30 minutes et il y avait Patrice Bergeron. Et je trouvais ça invraisemblable. J'ai été voir sur le Boston Globe, Kevin Paul Dupont écrivait qu'il avait posé la question aux responsables des communications et ils ont répondu que Zdeno Chara avait d'autres engagements. Alors, ça me laisse croire que ça s'est pas très, très bien terminé, l'association. Il y avait un rendez-vous chez le coiffeur. Il voulait poursuivre sa carrière à Boston, puis il a fait quelques organisations avant de quitter, donc ça se peut que... Oui, mais... En même temps, là... Je sais pas, il me semble c'est... les vieilles rancunes, parfois, peuvent avoir la vie dure. Je sais pas, honnêtement, je sais pas. Là. Mais est-ce que tout ça serait relié, tu disais, Martin, puis on en parlait, il me semble, il y a quelques semaines, c'est pas l'organisation qui a la meilleure réputation au niveau de la générosité? Non. Non. Ça, c'est bien dit, ça. Oui. Et donc, peut-être que tout ça est relié, je sais pas. Parce que tu notais aussi que Joe Thornton n'était pas là, même si, bon, ça n'a peut-être pas été... je sais pas. Kevin Paul Dupont mentionnait que les gens des communications avaient dit que Joe Thornton aussi a été invité, puis il y avait d'autres ans. Lui aussi, il y avait d'autres ans. Ça, on peut peut-être plus le comprendre. Oui, mais tu sais, un gars comme Chara qui a été là... en même temps, qui a été quand même le leader de cette équipe-là pendant une longue période. Capitaine pendant 10 ans à peu près, presque. Ouais. Puis tu sais, il y avait plusieurs gros noms qui n'étaient pas là, les Terry O'Reilly, etc. Il me semble qu'il y avait des bons vieux Bruins à sortir pour permettre aux gens de se remémorer les grandes époques de cette équipe-là. C'était frugal. C'était frugal. Oui. On a fait une demi-heure, merci. À la prochaine. Nous, pour notre centenaire, on a sorti Luc Robitaille puis Pat Brisson. Là. Il y avait ça? Mais hein. Ils n'ont même pas joué pour le Canadien. C'était la crème de la crème. Là. Eux, est-ce qu'ils avaient Pat Brisson puis Luc Robitaille? Bon, ça n'aurait pas eu rapport, tu me diras, mais quand même. Comment il y avait Luc Robitaille puis Pat Brisson? Pour notre 100e à nous? Ah! Tu suivais pas? C'est vrai. Ben oui. Notre 100e épisode. Est-ce que ça, je disais, est-ce que tu as vu Luc Robitaille dimanche après-midi? Non. Pour le 100e épisode. D'ailleurs, le tellement OK. Oui, là, on est pour le 100e anniversaire du balado, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire? On va t'inviter. Tu peux être sûr, Martin. Non, mais il y a eu le match des étoiles, il y a eu le repêchage, il y a eu la monnaie canadienne puis les postes qui ont fait des timbres et des piastres
à l'effigie du Canadien. Il y a eu un film de 2 heures sur grand écran. Il y a eu 100 Il y a chandails eu- alternatifs. Pour toujours les Canadiens, le film Ouais. qui était moins bon que le drone. Avez-vous vu? Le drone des Browns était bon, par exemple. Oui. Ouais, ça, c'était pas bon. mal, ouais. Qu'est-ce qu'il y a eu? L'anneau d'honneur, les cérémonies d'ouverture. On a retiré combien? 6 chandails, je pense, cette année-là. Une, Tant que ça? une version Non, du pas Monopoly. Pas 6, mais quelques-uns. C'est l'année de Patrick. Gainé, Roy. C'était toute la même année, là. Ça se peut, là. Dryden. ça de Je l'ai mémoire. ici, là. J'ai parlé vite. Non, là. Dryden, ça devait être fait depuis... Non, Dryden, j'ai fait l'entrevue avec lui le jour de Ah son ouais? retrait, il n'y a pas si longtemps, mais quoi que les années passent. Là. Ça, Martin, t'as pas tort là-dessus. C'est comme ça qu'on se rend à 100 ans, d'ailleurs. A retiré une série de chandails, dont 5. 5 cette Ils année-là. l'ont déjà été depuis 2005-2006. Butch Bouchard? Ouais. En tout cas, il y en avait quelques, il y en avait Oui. plusieurs, disons ça. Hein? Ça, c'est bon truc. Alors, aux jeunes qui sont Elmer en... Lack, Émile Bouchard. Le 4 décembre, le numéro 3 d'Émile Bouchard, le numéro 16 d'Elmer Lack. Ça, c'était le 4 décembre 2009. Ça va être donc long, vraiment là. le moment du centenaire. Ouais. Après ça, je pourrais pas dire là, au complet. Bernard Geoffrion, si ma mémoire est bonne. Oui. Il n'était pas décédé la veille du retrait de son chandail. Exactement. Dans la nuit. Oui. Ouais. Et bon, on a inauguré une rue, l'avenue des Canadiens. Bref, c'est ça. Ça avait été fast. Là. Ça avait été, Ouais, il avait mis le paquet. Là. L'OSM avait fait un spectacle spécial, patinoire extérieur communautaire, ça a commencé là. Ça a commencé. La version du Monopoly. Par exemple. Le temps des fêtes s'en vient, si vous cherchez des idées cadeaux. Bref, prends ça, Boston. C'est comme ça qu'on fait un party du centenaire. Ça coûtera ce que ça coûtera. Ce qui est ta philosophie de vie, d'ailleurs. Oui. C'est une excellente philosophie. Vous pouvez être sûr que notre party du centenaire, ça va revoler. Mon fils a eu de 6 ans, a eu cette délicieuse observation. Il a dit « je pense qu'on est leurs ennemis préférés », en parlant du Canadien aux Bruins. Puis je voyais ce qu'il voulait dire. À vrai dire, c'est plus le contraire. Tu sais, je pense que les Bruins, c'est l'ennemi préféré du Canadien. Parce que, comme tu le disais, Ça va moins on bien les a ces temps-ci, varlopés. par Ouais, pas exemple. c'est ainsi, mais dans l'histoire, là, on les a les Canadiens les ont varlopés. Ouais. Puis je m'en Quoi, dis- 16 fois de suite? là, 18 séries consécutives. Puis il y avait dans la foulée du reportage, Raymond Bourque qui a parlé de la fameuse fois en 88 où ils avaient éliminé le Canadien. J'étais comme, OK, c'est ça les faits d'armes, les faits saillants de ces 100 ans. 2011 en route vers leur Coupe Stanley, quand même. Oui, dans les... On se rappellera qu'ils 30 avaient battu en dernières 7 années. Oui. en prolongation. Là. Non, il n'y a malheureusement pas de c'est ça. Ce n'est plus dans la même... Quoique ça va peut-être revenir. C'est pas Pierre Gauthier. Est-ce que c'était Pierre Gauthier qui était là à l'époque? Puis il avait dit, oui, on a amené les... 2011, oui, parce que Gainé avait été congédié en février 2010. Gauthier a pris la relève, puis Bergevin est arrivé en 2012. Donc, Ouais. oui, c'était Pierre Il me Gauthier. semble que Pierre Gauthier avait dit, on a amené les champions de la Coupe Ouais. Stanley au 7e match. Vous voyez, on n'est pas loin. Puis l'année d'après, ils ont terminé On est 28e sur Exact. 30. Ah, voilà, tout est une question de perspective. Aujourd'hui, c'est pas bien meilleur l'après-midi. Ça, c'est un clin d'œil aux collègues de Québec. Quand il faut que tu l'expliques, généralement, où sont les bons gardiens? Et le Canada ne manque pas de confiance. C'est tellement hockey, épisode 359. Avec notre chroniqueur principal au service des sports, Martin Leclerc. Salut Martin. Bonjour, messieurs. Et votre journaliste affecté aux affaires du Canadien et de la LNH et bientôt des 4 nations, Les 4 nations. Monsieur Alexandre Gascon. Salut Alex. Bonjour. Avec son beau kangourou. Voilà. La Alors, soirée du pour hockey. ceux qui nous écoutaient sur OH Duo, sachez que Alex revêt son hoodie de la soirée du hockey. Et Clairement. que vous pouvez rester en audio, là, maintenant que vous le savez. Ah oui, je m'appelle Alexandre Coupard. Je regarde le début, tu sais, comme on était prêt et tout, mais tu sais, c'est trop d'actions une après l'autre qui creusent un trou. Mais après ça, comme je te dis, c'est un trou qui est dur à surmonter quand tu es sur un back-to-back. Mais les gars ne sont pas cachés. Les gars ne sont pas cachés, on continue à travailler. Puis je sais, on a fait d'autres erreurs, mais c'était des erreurs agressives, on ne s'est pas caché. Martin Saint-Louis, après la défaite contre les Bruins, c'était samedi en fin de journée. Je suis entièrement d'accord. Moi, je chemine. Je trouve qu'il y a là
Exactement. Une lecture. Puis je dis pas ça, il n'y a pas de sarcasme. Là. Peut-être que vous pourriez penser qu'il y en a, mais pas du tout. Hein. Je trouve que c'est un bon résumé de ce match-là. Oui. Voilà. Parlons du week-end dans son ensemble. En 2 temps. En 2 temps. Ah, c'était bien contre les Rangers. C'était un bon match. Rangers est une équipe qui se cherche. Là. D'ailleurs, ils ont reperdu. Oui, ils se sont fait planter hier par les Devils 5-1. À 5 contre 5, il n'y avait pas photo pour le Canadien. C'est qu'ils ont complètement dominé au niveau des chances de marquer. Et puis bon, ils auraient mérité de s'en sortir avec les lauriers de la gloire. Là. Je viens d'inventer ça là. Les lauriers. Je trouve que ça sonne à suivre, pas à suivre, mais cet été, les lauriers de l'été. Ouais, okay, puis bon, c'est une mauvaise prestation de leur unité de désavantage numérique qui les a coulés. C'est pas arrivé souvent cette saison. C'est un des rares bons points, mais là, c'est les Rangers ont souvent beaucoup de succès là, en avantage numérique contre le Canadien et ça s'est poursuivi. Donc, mais c'est ça. C'était quand même une belle prestation. C'était honorable. C'était un adversaire désorienté, un peu affaibli. On a failli être en mesure de combler l'écart, mais j'ai pas apprécié, pardon, là, si je mue un peu aujourd'hui. C'est l'émotion. Il y a l'émotion. On va avoir 17 ans bientôt. Ouais. Ben, tu sais. D'ailleurs, t'as quelques poils là, qui prodige sur précoce. le menton. Ouais, exact. Qui étonnamment sont de plus en plus gris. Donc, il y a quand même un tu paradoxe. passes directement. Non, c'est que je suis un peu enrhumé, grippé, puis ma voix a tendance à fluctuer depuis un jour ou deux. Ce que j'ai pas tant apprécié, c'est... Je comprends que c'est une façon pour Martin Saint-Louis peut-être de s'en sauver, là, mais c'est juste pas répondre. Tu veux dire le boudage? Mais non, c'est pas du boudage, mais ouais. Le Canadien avait profité d'une décision favorable à Columbus. Dans le match précédent contre les Blue Jackets en prolongation, qui est une infraction semi-soft là, de Nick Suzuki, mais dans bien des cas, les arbitres vont signaler, tu sais. Puis, ça avait sorti le jeu, le joueur de Columbus du Johnson du jeu. Puis bon, Suzuki a pu revenir, marquer fin des émissions. Alors, puis il n'y a personne qui s'en est... Ben oui, il y en a qui sont pleins, là, mais à Columbus. Mais à Montréal, on est passé là-dessus. Il n'y a pas de problème. Puis le match d'après, je parlerai pas... j'ai aimé notre match à 5 contre 5. Je parlerai pas de travail des arbitres. Si vous ne savez pas, c'était un des faits saillants. Martin Saint-Louis, après le match, a répondu à toutes les questions en disant j'ai aimé, je paraphrase, j'ai aimé notre effort, mais je ne parlerai pas des arbitres. Exact. Ce qui était une façon, évidemment, de parler uniquement des arbitres. Exact, de critiquer leur travail. Tu fais bien, Alex, de mentionner que, dans la vie, des fois, on en gagne, des fois, on en perd, comme avec cet exemple de Columbus. Mais au-delà de ça, et là, je vous pose la question, est-ce que c'est un entraîneur qui prend la part de ses joueurs ou est-ce que c'est un entraîneur qui trouve des excuses? Parce que moi, c'est ça qui m'a dérangé. Puis je me pose la question et je vous la pose et je vous la retourne. Martin. Écoute, j'ai lu un livre très intéressant. Pas de réponse simple. Quel est non. Mais j'ai lu un livre très intéressant qui a été écrit par une dame qui s'appelle Elizabeth Moss Cantor, si ma mémoire est bonne. Et le titre, c'était Comment se terminent les séquences de défaites, les léthargies dans le sport. Et c'est drôle parce que je l'ai relu il n'y a pas longtemps parce que ça m'intéressait par rapport aux Canadiens. Je l'ai revisité, ce livre-là. Je trouvais ça pertinent. Et elle notait qu'une des caractéristiques des équipes perdantes, c'est qu'à un moment donné, tu en viens à penser qu'il y a un complot du doigt. Des officiels contre l'équipe. Les décisions sont toujours... La perception, c'est ça, sont toujours défavorables. Alors, c'est ça. En voyant ça, en écoutant Martin Saint-Louis après le match contre les Rangers, je me disais, est-ce qu'ils sont rendus là? Parce que ça fait un bout de temps là, qu'on voit les joueurs du Canadien qui semblent irrités au banc, qui sont frustrés pendant les matchs. Et à un moment donné, oui, il y avait une pénalité sur le jeu déterminant contre les Rangers. Les officiels ne l'ont pas vu. Mais dans le grand schéma des choses, à un moment donné, tout finit. C'est supposé, oui. C'est supposé finir par s'égaler. Puis si c'est toi qui es en possession de la rondelle et que tu es bien positionné, normalement, c'est l'adversaire qui va être plus puni que toi. Puis les bonnes équipes, on les entend pas se plaindre de ce genre de choses-là. Oui, c'est frustrant. Puis oui, il y a beaucoup de pression parce que les défaites s'accumulent et tout ça. Mais... C'est David Savard qui... Ça fait quelques fois là, qui
je vais dire, s'en prend aux arbitres, ou du moins se coltine avec des arbitres parce qu'il est excédé, il est tanné. On a vu Dak aussi réagir excessive, avec excès à des décisions banales là, du cours d'un match. Là, il y a ça par rapport aux arbitres. Donc, moi, je le voyais un peu comme une excuse, c'est ça, effectivement. Puis c'est ce qui m'avait dérangé. Et puis dans le match suivant, ben c'est un Canadien classique. Là. On a beau dire... ça a repris, ce n'est que 70 secondes, oui, mais c'est la fin du match. Je veux dire, eux, ils ont réglé ça en 70 secondes. Tu sais. Puis bon, Caden Primo, je sais pas si je vous l'avais compté, ça, mais quand j'avais parlé avec Caden Primo, il y a peut-être maintenant 2 semaines, ou je ne sais trop exactement, on était 2 autour de lui, je pense, puis il disait « Ah, mais tu sais, j'haïs pas mon début de saison. Je trouve que je joue plutôt bien, à part les moments où je joue pas bien, tu sais. » Oui, on a rigolé. Là, je paraphrase. Puis là, on se regardait. C'est comme. Ben, on pourrait dire ça dans l'ensemble de l'équipe. Et là, il y a quelqu'un, et je dirais pas son nom, mais il y a quelqu'un qui m'a texté dimanche. Si on enlève les 70 secondes, Primo a joué un excellent match. On s'entend que c'est pas sa seule responsabilité, mais c'est ça, ça dénote une espèce de. Ouais, ben on regarde pas les choses. Tu sais, quand Martin Saint-Louis parle de la vérité. Puis se regarder. Se regarder Est-ce qu'il y a un miroir? Est-ce qu'il y a des miroirs? Moi, je vais pas souvent. Est-ce qu'il y a un miroir quelque part dans ces installations? Parce que... Il en manque. Il semble manquer de leur propre reflet. Donc ça, quand il dit, il faut connaître notre vérité, tout ça, mais il y a peut-être un problème quand il dit, moi, je vais vous donner ma vérité. C'est peut-être pas la vérité, mais c'est ma vérité. Ouais, mais là, ça serait le fun que... on s'entende sur les faits. Sur les faits et sur la vérité, là, le plus près possible, du moins. Contre les Rangers, on donné quoi? 3 buts en désavantage? Ouais. Tu peux déchirer ta chemise tant que tu veux envers les officiels, mais si tu as accordé 3 buts en désavantage numérique, c'est parce que tu as écopé 3 fois de pénalité, puis tu n'as pas fait le travail en désavantage. Moi, ça avait été un des moments les plus... quand j'étais entraîneur... Dans le réseau de développement Midget 3A de Baseball Québec, à un moment donné, j'avais interpellé un arbitre après un match parce je trouvais qu'il avait été franchement mauvais. Puis on avait perdu par un bon pointage. Puis il s'était retourné en se dirigeant vers sa voiture, puis il avait dit « Regarde combien ton équipe a fait d'erreurs, puis j'en ai fait moins que vous autres. » Puis là, je dis Et c'est souvent ça. Dans un match, habituellement, où tu as très bien joué, c'est rare que tu vas t'en prendre aux officiels. Et cela dit, le Canadien n'avait pas joué un mauvais match contre les Rangers, mais 3 buts, des avantages numériques. Est-ce que c'est la décision de l'officiel qui a fait en sorte que tu as perdu au bout du compte, ou c'est de ta faute? L'indiscipline, et c'est ça. Et pourtant, ça va pas si mal dans ce registre-là pour le Canadien. Là, je parle des unités spéciales, puis plus précisément dans ce cas-ci du... Très bonne amélioration cette année. Oui, exactement. Mais reste que dans ce match-là, ça s'est pas avéré. Voulez-vous parler de Kirby Dach, puisqu'on parle des punitions et tout ça? Il joue un bon match, n'empêche, juste avant... c'est quoi? C'est la punition qui a mené au but égalisateur? Ou enfin, un but important. Minutes, là. Ouais. En fin de match. Effectivement. Non, mais il joue plutôt bien, c'est ça que je veux dire. Oui. Il était impliqué, on le voyait un peu. Moi, à chaque fois que Kirby Dach, à chaque fois, les quelques fois où on l'a vu comme essayer de s'établir comme un joueur dominant, c'était un gars qui était très impliqué dans les rencontres, qui était au cœur souvent des échauffourées, qui n'hésitait pas à se chamailler avec. C'est comme ça que son engagement ressortait. Il n'était pas tout seul. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Quand il y a toujours comme des adversaires proches. Il était toujours comme dans un petit tapon. C'est ça. Il n'hésitait pas à brasser un peu puis à se mettre des fois le nez où ça fait mal et tout. Puis là, il y avait un peu de ça contre les Rangers. Ça demeure que je trouve que son effort est très inconstant, pour ne pas dire la plupart du temps presque absent. Là. Et puis après, contre Boston, ça ne s'est pas amélioré. C'est que ça va prendre plusieurs matchs de suite. On n'est plus à un point où on a vu une séquence, on a vu une bonne présence de Kirby Dach, puis on espère que ça va le relancer. Non, j'ai hâte de voir là, plusieurs présences, plusieurs matchs de suite où on va le sentir vraiment impliqué, vraiment motivé, avec ce désir-là de s'en sortir. Je suis sûr qu'il veut s'en sortir, mais je suis pas certain qu'il prend les bons moyens. C'est pas à moi de lui dire exactement quoi faire, mais ça suinte l'énergie négative. Là. Autant quand on lui parle dans le vestiaire,
que par son langage corporel, on en parlait aussi la semaine dernière, c'est vraiment une roue qui tourne et puis ça s'en va pas dans la bonne direction. Puis on s'est dit qu'on lui donnerait du temps. On est quand même rendu au mois de décembre, puis on voudrait à tout le moins voir une amélioration et un effort. Tu sais. Comme j'ai dit à mon fils il n'y a pas longtemps, c'est pas les notes qui importent tant que ça. C'est l'effort que tu y mets, tu comprends? Et puis c'est ça que je veux voir avec Kirby. On a tous les deux parlé de notre progéniture depuis le début. Alors, Martin, si jamais tu veux compléter. Là. Martin, Éventuellement. J'ai eu ce genre de discussion-là avec mes enfants aussi. Ben oui, évidemment. Je ne sais pas si ça compte, par exemple. Est-ce que Cole va en marquer 50? Je passe c'est en rafale. Tu passes du coq au poussin. Oui. C'est qui le poussin? C'est Cole? Moi, je trouve ça intéressant parce que là, il fait quoi? 4 buts lors des 3 derniers matchs. Si on regarde ça, c'est le meilleur. On arrive au tiers de la saison. Là. Il y a beaucoup de joueurs chez le Canadien. Stéphane Richer, le dernier marqueur de 50 buts, 89-90. Il y a beaucoup de joueurs des Canadiens depuis ce temps-là qui ont connu des bonnes séquences de 24 matchs en milieu de saison, peu importe. Mais un début de saison comme celui-là, c'est le meilleur début de saison depuis 1995, depuis 30 ans. Brian Savage, 18 buts en 24 matchs. Monsieur Octobre. Exactement. Il a fini à combien de 19. Quelle année, ça? En 95, 95-96? Ouais, je pense 95. 18 Il a buts fini dans à 25. C'est meilleur comme ça. Mais c'est ça montre à quel point c'est difficile de maintenir le cap. Et avant Brian Savage, il faut retourner à 1985 avec Mats Naslund et Kjell Dahlin qui avaient marqué 18 buts et 16 buts respectivement dans les 24 premiers matchs. Alors, c'est quelque chose. Stéphane Richer, à sa saison de 50 buts, avait marqué son 16e but à son 33e match de la saison. Alors, il avait pesé sur l'accélérateur. Il y avait eu une bonne séquence. Et moi, j'essaie de regarder un peu devant. Habituellement, quand une équipe est larguée du portrait des séries, dans le dernier tiers de la saison, il y a comme tout le monde joue de façon plus détendue un peu, puis ça y va plus par là. C'est de ça qu'ils auraient besoin. Je me dis ça pourrait être favorable à Caulfield, qui a un très, très bon taux de succès encore. Il est à 25,4 % de réussite sur ses tirs au filet. Par contre, il ne joue pas de la même façon. Souvenez-vous, son but à Boston, un but contre les Rangers où il était dans le demi-cercle du gardien, la rondelle a dévié sur son genou, c'est avec Jacky qui a tiré au filet. Alors, il est moins périphérique qu'il était la saison dernière et il tire au filet. Il a diminué son nombre de tirs de près du tiers. Il est à 29 % de moins de tirs qu'après le même nombre de matchs la saison dernière. Il est plus sélectif. Il tirait de tous les angles impossibles. On en parlait souvent sur la passerelle de presse l'an dernier. Il essayait toujours son tir impossible d'un angle presque complètement fermé sur le flanc gauche, là, à la droite du gardien. Alors, il est plus sélectif dans ses tirs, il est moins périphérique et il a un nettement meilleur taux de succès. Alors, ça pourrait être le bonbon de la saison. C'est tout ce qu'on a. Et c'est très difficile. J'ai regardé aussi des marqueurs de 50 buts avec une équipe perdante, avec une équipe qui ne participe pas aux séries éliminatoires. Il y a juste 22 gars qui ont fait ça dans l'histoire de la Ligue nationale. Quand tu joues dans une équipe qui a beaucoup de profondeur, marquer 50 buts, c'est difficile à faire, mais tu es bien soutenu. Quand tu es le gars qui est surveillé soir après soir parce qu'il y a à peu près juste ton nom sur le tableau dans le vestiaire, c'est plus difficile. Les derniers qui l'ont fait depuis le début des années 2000, Draisaitl, Ovechkin, Stamkos, Kovalchuk, Iginla et Pavel Bure. C'est quand même pas des petits noms. C'est pas mal c'est le club assez select. Alors, Cole Caulfield... Tous des gagnants du trophée Maurice Richard là-dedans, là, je pense. Ovechkin, Iginla, Kovalchuk, Bure. Qui d'autre t'as dit? Draisaitl. Draisaitl, je pense qu'il l'a gagné une fois. Alors, il y a une côte à remonter pour Cole, mais... Non, il l'a jamais gagné. Mais tu as raison de dire que ça va peut-être être le baume sur une saison difficile encore. Ouais, et c'est peut-être
C'est peut-être la première vague qui annonce le tsunami après. Là, habituellement, c'est un marqueur qui commence à éclore comme ça. Peut-être que ça déclenche. Tous ces gars-là l'ont fait avant que... la plupart, là, Kovalchuk n'a pas joué avec des équipes dominantes à Atlanta, mais tous ces gars-là ont atteint ces marques-là avant que leur équipe devienne ultra et c'est ça. Et très compétitive. On joue avec des équipes qui, éventuellement, ont eu du succès. Mais tu parlais du plus petit volume de tir de Caulfield. Lui, il me disait aussi récemment qu'il trouvait qu'il tirait pas assez, là. Donc, OK. Peut-être qu'il va revenir à ses mauvaises habitudes, mais je pense pas parce qu'il semble avoir une velléité de se placer dans de meilleures positions pour prendre ses lancers, mais aimerait en décocher davantage. Fait en somme, ce qu'il disait, c'est qu'il n'était pas satisfait de son jeu, contrairement à d'autres joueurs dont le jeu est pas, ne parle pas beaucoup, mais qui sont quand même satisfaits. Ils sont quand même satisfaits. On pourrait dire, c'est une bonne philosophie de vie, à part les moments où t'es pas bon. C'est vrai. T'as été bon. Moi, je suis toujours très bon si on enlève les moments où t'es pas bon. Je suis pas bon. Ah oui, c'est ça. Cole, il y a quelqu'un qui a dit, puis ça m'a beaucoup fait rire, la formule était assez éloquente, je trouvais. Cole Caulfield, le meilleur marqueur de 40 buts qui en a encore jamais marqué 30. C'est bon. C'est bon, hein? Ça risque de changer. Voilà. Mais pour l'instant, c'est pas fait encore. Ce soir, non, demain. On est quel jour? Non, ce soir, on est mardi. Ce soir, Canadien Islanders. Mardi soir, on enregistre le matin. Mais peut-être que vous nous écoutez avant, pendant, après, qui sait? C'est votre vie, ça vous appartient, puis profitez-en. Mais Martin, c'est quelque chose sur lequel que tu avais mis sur le radar. La première fois depuis que Martin Saint-Louis, à moins que quelqu'un se blesse en ce moment à l'entraînement, ce qui n'est pas exclu. Ce qui peut toujours arriver. Ce qui peut toujours arriver, mais ce serait la première fois depuis le règne de Martin Saint-Louis, 5e règne le plus long d'un entraîneur dans la LNH. Il est rendu 6e. 6e. Première fois, donc, Saint-Louis pourrait diriger une équipe en santé, une équipe complète, où il a accès à tous les joueurs qui est supposé avoir accès. Exactement. Parce que ce serait l'entrée en scène de Patrick Laine. C'est quand même... c'est stupéfiant, non? Cette affirmation-là, ça n'a aucun sens. Ça montre à quel point les dernières saisons ont été très formatrices pour lui. Il est arrivé comme entraîneur. On va dire ça comme ça, oui. Il est arrivé comme entraîneur dans la Ligue nationale sans expérience comme entraîneur au niveau professionnel. Et il n'y a pas beaucoup il n'y a peut-être aucun autre entraîneur dans la Ligue qui a eu à jongler autant que lui avec des formations différentes, avec des alignements composés parfois en bonne partie avec des joueurs de la Ligue américaine, avec une équipe très jeune au départ. Fait que moi, j'ai hâte de voir si cette période-là, on s'entend, il y a toujours des blessures qui surviennent, là, mais si le Canadien connaît une saison normale par rapport aux blessures, ce qui semble être le cas à date, cette année. Là. C'est pas une hécatombe. Quel bilan on va faire à la fin de la saison? Là? Est-ce qu'il va avoir dirigé avec le couteau entre les dents en faisant des promotions pour ceux qui jouent bien, puis en rétrogradant ceux qui jouent moins bien? Est-ce qu'il va avoir bien utilisé la compétition à l'interne, avoir réussi à créer ça, cette étincelle-là? À date, je le trouve un petit peu, je trouve qu'il se retient ou qui est peut-être pas aussi décisif que ce qu'on voit. Comme à Philadelphie. Là, c'est notre exemple ultime. Oui, mais c'est l'exemple ultime, mais encore une fois, les Flyers, tu regardes, compare les alignements, les Flyers canadiens, puis on pourrait avoir une longue discussion si vous vouliez soutenir que les Flyers ont un meilleur alignement que le Canadien, là, mais regardez à quel point John Tortorella garde tout le monde sur le qui-vive, puis cette équipe-là est compétitive soir après soir et il va rester dans le portrait jusqu'à... Mais n'avons-nous pas établi... Enfin, moi, si tu cherches réponse à cette question-là, moi, mon intuition me dit que c'est pas son style à Saint-Louis. Exactement. Je pense que... Il y a une perspective de joueur. Il dirige avec une perspective de joueur. Puis écoute, c'est ça que c'est. Est-ce que c'est... Moi, je porte pas d'opinion. J'ai pas d'opinion. Je suis pas assez... C'est que... Martin a raison là, sur ce qui vient d'avancer, mais il n'y a rien qui empêchait Saint-Louis d'instaurer ça avant. Je pense pas. Il y avait moins de cartouches, mettons, exact, ou moins de munitions. Il y avait moins de cartouches, mais il aurait pu le faire avec les éléments qu'il y a sous la main en déplaçant des pions. Là, si toi, tu es sur la première vague d'avantage numérique, mais que ça ne fonctionne pas, ben, oups, on va donner la chance. Si c'est un gars de 4e trio,
mais qui joue bien ces temps-ci, de voir qu'est-ce qu'il est capable de nous offrir. Peut-être un peu moins dans ses 2 premières saisons complètes où c'était vraiment, on savait dès le départ, il n'y avait pas une volonté de gagner. Là. Même le directeur général le disait, là, on s'entend. Ouais. Gagnait pas trop. Il n'y a personne qui dirigeait ou pour gagner. Non, qui orchestrait sa journée pour essayer de gagner un match de hockey. Là. C'était pas ça, à part les joueurs, là, c'était pas ça le but de l'organisation. Cette année, ça a changé. Ceux qui s'en étaient pas rendus compte, on s'excuse de vous révéler ça. Là. Désolé. C'est comme apprendre à un enfant que le Père Noël n'existe pas. C'était pas ça, ouais. Mais on avait donné des indices quand même. Je pense pas la première dans les fois dernières qu'on en parle. semaines, des derniers mois, dernières années. Oui. Sauf que cette année, clairement, il y avait une volonté de s'améliorer et de se rapprocher des séries éliminatoires et donc de gagner des matchs sur une base régulière. Et oui, Saint-Louis a modifié son approche. C'est différent. C'est pas exactement comme avant, mais on n'est pas dans une pure méritocratie non plus. Non. Sinon, il y en a que ça ferait longtemps qu'ils seraient plus sur la première vague d'avantages numériques, là, on s'entend. Là. Absolument. Donc, et oui, il n'y avait pas Lainé, et il y en a eu d'autres qui se sont blessés un peu cette saison, Goulet par moment, tout ça, quoique beaucoup moins, mais il n'y a rien qui empêchait cette saison Saint-Louis de tenir la laisse un petit peu plus serrée, puis de faire ça à son goût, puis d'établir une pure méritocratie. Il ne l'a pas fait. Donc, c'est peut-être juste pas dans son ADN ou pas dans sa nature. Tu sais. Ou il y avait d'autres objectifs, parce qu'on a beaucoup vanté les redressements qu'il a provoqués chez certains joueurs. Là, sous le régime de John Tortorella, la saison dernière, Juraj Slafkovský se retrouve probablement dans la Ligue américaine où il joue 5 minutes par match. Quand ça allait mal, Saint-Louis l'a placé au sein du premier trio avec les meilleurs joueurs, puis ça l'a relancé. Mais là, tu sais, la saison dernière, il n'y avait pas toutes les cartes dans son jeu, il n'y avait pas les mêmes objectifs. Là, l'objectif, semble-t-il, c'est de gagner le plus possible, de tirer, d'essayer de voir ce qu'on vaut réellement. Alors, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire avec toutes ces cartes-là. Et surtout que la séquence qui s'amorce est intéressante pour le Canadien. 7 des 9 prochains matchs sont à Montréal, à partir de ce soir, de mardi soir. Et puis, il y en a beaucoup contre des équipes de bas de classement. Là. Dans les 5 prochains, il y en a 5 de suite à Montréal. Dans les 5 prochains, il y a les Islanders, Nashville, Washington, Anaheim, Penguins. Donc, 4 sur 5 contre des équipes qui sont exclues des séries présentement, parmi les pires de la Ligue nationale, avec lesquelles, normalement, le Canadien devrait pouvoir rivaliser, voire gagner. Alors, il y a quand même une séquence... On s'entend qu'on s'est éloigné du portrait, du fameux mix très rapidement. Mais s'il voulait ne serait-ce que tenter de faire illusion, ce serait vraiment avant Noël que ça se passerait pour le Canadien. Là. Dans cette séquence de 9 matchs, dont 7 à domicile et plusieurs contre des équipes qui sont pas des puissances de la Ligue du tout. Bon, dernière affaire avant qu'on passe à l'international. La question du public. C'est ce qui va nous y amener. Mais je sais pas, moi, il y a 2 semaines, je trouvais que c'était pas une question pertinente, celle du 2e gardien du Canadien. Mais 2 semaines plus tard, la question est encore là. Est-ce que c'est une question pertinente? Est-ce que c'est un... Je sais pas. Est-ce que ça vaut la peine de s'y attarder? On est pas obligé. Ça, ou la direction? Commençons par nous, là, parce que ça commence toujours. Je pense qu'on en a parlé un peu. Ouais, je me rappelle pas. J'ai l'impression que Primo est en train de faire la démonstration qu'il n'est pas un gardien de la Ligue nationale. Il là, OK, bon. Mais il joue bien quand même, là. Sauf les moments où ça va moins bien. Mais... Sauf quand la rondelle... il joue moins bien, quand la rondelle est derrière. Ouais. Mais oui, écoute, tu sais, Kaylin Primo est rendu à 25 ans. Malheureusement, il y a eu un parcours atypique. Là, ça n'a pas été un espoir qu'on a couvé, qu'on a protégé de la bonne façon. T'sais, il a été lancé dans la gueule du loup très rapidement. Je pense que ses 2 premiers matchs en saison 2019-2020, ça, c'était pas si mal à ce moment-là, même si le Canadien a fini. C'est la saison qui s'est arrêtée par la pandémie. Là. Il avait juste joué 2 matchs. On lui avait donné un aperçu de la Ligue nationale sans plus, mais à partir de la saison suivante, au niveau de la gestion, ça a été un peu catastrophique pour lui parce qu'il était le 3e larron là, sur l'escouade taxi. Rappelez-vous, là, pendant la pandémie, il y avait ça. Là. Il y avait ces joueurs qui
qui suivaient l'équipe dans la bulle au cas où il y ait des... L'escouade taxi, j'avais oublié Ben ça. oui, les joueurs qui suivaient l'équipe au cas où il y ait des cas de COVID, puis qu'on soit obligé de les remplacer au pied levé, puis tout. Puis bon, eux étaient déjà dans l'environnement, alors ils pouvaient juste sauter dans la barque puis se mettre à jouer. Alors, Primo, cette année-là, a très, très peu joué. Et c'est à peu près la pire affaire que tu peux faire pour le développement d'un gardien qui, normalement, est supposé d'accumuler l'expérience professionnelle, surtout à ses débuts comme ça, que ce soit dans la Ligue américaine ou dans la Ligue nationale. Lui a joué 4 matchs cette année-là, obtenu 4 départs durant toute la saison de la pandémie, qui a été une saison difficile pour tous. Il en a joué 16 à Laval, mais il était en plein. Il avait quel âge à ce moment-là? Il avait 22 ans. Là. C'était le moment où il fallait lui confier des responsabilités. Donc, et puis après, ça s'est poursuivi. Ses allers-retours entre la Ligue américaine puis Montréal, sans arrêt, a jamais connu de saison avec beaucoup, beaucoup de rencontres. À part la saison où ils se sont rendus loin en série, là, où ils se sont rendus en demi-finale. Ils ont perdu en 7 en demi-finale. C'est ça, c'est en 2022, effectivement. Puis bon, il avait joué 33 matchs de saison régulière, 12 à Montréal, ça en fait 45, plus un certain nombre en série. Donc, c'est la seule saison où il a dépassé la cinquantaine. Martin, parfois, tu nous revenais avec une statistique là, qui disait que pour avoir une bonne idée d'un jeune gardien, ça prenait tant de nombre de matchs, je pense que c'était 100 ou 150. Ou un chiffre, un beau chiffre. Oui, c'est ça. Il fallait que je pourrais la ressortir pendant qu'on parle, mais ça disait que si un jeune gardien était capable de maintenir, si ma mémoire est bonne, une moyenne d'efficacité de 910 en obtenant plus que 40 départs dans une saison... avant l'âge de X. Avant l'âge de X, c'est ça, qu'il était prêt pour la Ligue nationale. Et que sinon, si tu n'étais pas pour être un gardien dominant, il fallait que tu disputes, il fallait que tu aies au moins 200 départs avant l'âge de... Dans la Ligue américaine, avant l'âge de 24 ans ou quelque chose du genre. Lui, il les a pas eus. Là. Non, il y en a une centaine, 110, 120 dans ces eaux-là encore aujourd'hui, il y a 25 ans. Donc, c'est malheureux, puis on lui souhaite de pouvoir rebondir, et que ce soit avec le Canadien ou ailleurs, mais je pense qu'il est tranquillement en train de faire la démonstration qu'il n'a peut-être pas tout à fait le niveau pour la Ligue nationale. Là, ça peut être dur comme constat, mais c'est mon impression. Puis encore là... qui est partagé par plein de gens. Je me trompe souvent. Constamment. Cela dit, il n'y a pas d'urgence pour le Canadien de remédier à ça, pour plein de bonnes raisons. Ils sont mauvais, ils peuvent pas vraiment espérer renverser la tendance, ça changera rien. Et puis, c'est quoi les options à Laval? C'est Jakub Dobeš ou Connor Hughes. Dans le cas de Dobeš, je pense qu'on va vouloir justement bien gérer son développement, contrairement à ce qu'on a fait avec Caden Primo. C'est peut-être le prochain gardien numéro 1. Là. Alors, faites-le jouer comme un gardien numéro 1. Faites-le vivre comme un gardien numéro 1, ce qu'on n'a pas fait avec Primo. Et c'est ce qu'il fait depuis 2 ans, Dobeš, en ce moment. Donc, je pense qu'on ne touchera pas à ça. Et dans l'autre cas, Connor Hughes, mais ça, c'est intéressant parce que c'est un gars de 28 ans qui a roulé sa bosse, qui a toutes sortes d'expériences professionnelles en Europe et tout. Qui fait pas partie du futur de l'organisation, là, à moins d'une immense surprise. On s'entend, ça devrait être Fowler et Dobeš. Dans quel ordre, jusqu'à quel point, on verra. Mais donc, Hughes pourrait... pourquoi pas le lancer dans la mêlée et puis voir qu'est-ce qu'il est capable de donner. Parce que dans cette idée là, d'essayer de gagner, là, il n'y aurait pas comme... Tout est important. Tout est important. Tout est important, particulièrement le poste d'auxiliaire qui est un poste extrêmement ingrat dans la Ligue nationale où tu joues peu, il faut que tu sois prêt. C'est souvent le 2e match en 2 soirs. C'est que des départs à l'étranger ou presque. Primo n'a toujours pas obtenu de départ à Montréal cette année. C'est un poste qui est difficile à combler. J'ai trouvé l'analyse de Hugo Bélanger, son partenaire des chaînes, là, qui disait « En moyenne, les gardiens numéro 1 atteignent ce statut à l'âge de 24 ans. » Alors, il a quel âge? 25. Alors, il a déjà passé ça. Contrairement à la croyance populaire, les gardiens atteignent leur apogée au même âge que les autres joueurs, entre 25 et 28 ans. Leur déclin survient toutefois plus lentement que celui des attaquants et défenseurs. 9 des 10 derniers gagnants de la Coupe Stanley étaient âgés entre 22 et 28 ans. Ça, à l'époque où j'ai écrit cette chronique en 2020. Les gardiens qui ont le potentiel d'un numéro 1 sont capables d'assumer une charge de travail d'au moins 40 matchs par saison dans les rangs professionnels mineurs.
Alors, il l'a fait juste une fois. Une fois, 41 matchs une fois. C'est ça. À leur première saison dans la Ligue nationale, tous les futurs gardiens numéro 1 ont disputé au moins 20 matchs et maintenu une moyenne d'efficacité d'au moins 910. Dans la Ligue nationale? Oui. On n'est pas là. Non. Les jeunes gardiens d'élite disputent au moins 100 matchs dans la Ligue américaine avant de graduer dans la Ligue nationale. Si un jeune gardien dispute 40 matchs et maintient une moyenne d'efficacité d'au moins 918 à sa première saison dans la Ligue américaine, il est prêt à faire le saut immédiatement dans la Ligue nationale. Les gardiens moins talentueux ont pour leur part besoin d'au moins 120 matchs dans la Ligue américaine avant d'être promus et doivent obtenir 250 départs dans les rangs professionnels avant l'âge de 25 ans. Ben, c'est ça. Alors, il n'y a pas beaucoup de coches que Non, Primo ne remplit pas beaucoup de coches et puis Mais peut-être que c'est un cas de joueur qui a été ça se peut. mal Ben géré. oui, ce serait pas le un peu seul. sacrifié sur Ni le l'autel premier. de la reconstruction. En même temps, dernier. c'est un choix de quoi? Septième Septième tour. Qui a déjà donné plus que C'est la ça. grande majorité des choix de septième tour. C'était pas. C'est Caden Primo, là, pour l'ensemble de sa carrière dans la Ligue nationale, c'est 13, 24, 7, 13 victoires, 24 défaites, 7 autres en surtemps. Une moyenne de 3,64 et une efficacité de 886. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Alors, entrons maintenant dans la portion avec de la résonance. Vous me direz, coudonc, on se fait 30 minutes, On aurait là. pu commencer par la portion avec de la résonance. Ouais, mais on s'échauffe. On s'échauffait, là, on est prêt. On va parler plus de l'aspect international au cours des prochaines minutes et c'est la question du public qui va nous permettre de mettre la table alors qu'on demandait, en lien avec l'excellente série de textes signé Alexandre Gascon que vous pouvez trouver dans la section des sports du radiocanada.ca. Tu t'es intéressé au développement des gardiens de but. Alors, on vous a demandé quelle est la principale raison du déclin de la domination canadienne chez les gardiens de la but de la LNH. Hein, on avait des mots. On manquait pas de mots pour la question du public cette semaine. Donc, sur le book, Benoît dit « Je pense que c'est multifactoriel. » Moi, c'est ma réponse aussi. Oui. C'est bon, Benoît. Guy, toujours sur Facebook. Le cash, ça coûte cher, les équipements de gardiens. T'en as pas fait tant mention dans tes textes. Et c'est pas faux. Mais Non, ça. c'est aussi une. Ben, c'est aussi l'accès une à réalité. l'équipement. C'est pas vrai. L'accès à l'équipement est. J'en est parle avec mentionné. les Américains surtout. Ouais. En anglais, donc. Gilles dit les gardiens apprennent seuls à un très jeune âge, développent beaucoup de mauvais plis. Ça ralentit leur développement. Ça prend du coaching spécialisé. Gauler dès le début pour garantir une technique idéale. Là, j'ai paraphrasé, Gilles, mais des points intéressants, toujours sur Facebook. Pierre... Ça toujours... intéresse les gens plus que ce que je moi, pensais. je te convainc, c'est David, notre gourou des réseaux sociaux, qui m'a suggéré cette question. C'est drôle parce que moi, je pense que c'est une des raisons du déclin dans notre formation de gardien de but. C'est qu'on est devenu, à un moment donné, obsédé par la technique au lieu de développer des athlètes purs. On a développé des techniciens devant le filet. À 12 ans. Et là, tu as des gardiens de 11 ans, 12 ans devant le filet qui ont leur entraîneur personnel durant tout l'été. Et puis là, c'est de cette façon-là. Alors, on enlève l'instinct, on enlève... Parce que je sais que tu me lis pas, mais j'en parle dans mon deuxième texte. Je ne l'ai pas lu ce matin. Il n'y a pas besoin de le lire. Il n'y a pas besoin de le lire. Il le devine. Non, mais c'est ça, il l'anticipe. Non, mais c'est drôle que tu dises ça parce que justement, je parlais avec Steve Thompson, qui est le responsable du développement des gardiens de la Fédération nationale américaine, de USA Hockey. Puis il disait, nous, ce qu'on veut, c'est des joueurs de hockey qui deviennent des gardiens de but et non pas des gardiens de but qui jouent au hockey. Donc, dans plein de programmes de hockey mineurs, tu peux disputer une période comme gardien de but. On a de l'équipement à velcro qui s'enlève super facilement. En deuxième période, tu peux être un attaquant puis aller marquer un but. Puis en troisième, tu vas jouer en défense, par exemple. Et jusqu'à l'âge de 12 ans, là, on n'encourage pas la spécialisation avant au moins l'âge de 12 ans pour que le gardien de but sache comment jouer en échec avant, comprenne les systèmes défensifs, a déjà joué la game. Et ça va grandement, du moins c'est leur hypothèse, puis ça semble se confirmer, ça va grandement améliorer leur lecture de jeu quand ils vont décider de s'installer devant le filet. Et leur patinage aussi, parce que ton gardien, c'est pour être ton patineur le plus agile. Contrairement à il y a 50 ans, alors qu'on faisait le contraire. Oui. OK, toujours sur Facebook. Pierre dit, il n'y a pas de déclin, c'est un cycle normal. Probablement que dans quelques années, il va sortir quelques gardiens dominants. Ce n'est pas un cycle normal. Il peut y avoir un aspect cyclique à ça, c'est normal. Là. Il y a des périodes où
il y a plus de talent, puis il n'y a pas nécessairement de grandes raisons qui expliquent ça, mais comme un des intervenants à qui je jasais me disait, si on fait que excuser la chose au Canada en se disant... C'est ce qu'on fait très bien, d'ailleurs. C'est cyclique, Ouais. c'est se voiler la face en ce moment. C'est très canadien. C'est the Canadian way. Canadian way. C'est cyclique. Et quand on regarde les chiffres sur une longue période, on voit que c'est pas un cycle, on voit que c'est une tendance. C'est une tendance constante. Absolument. Sur Twitter, l'ami gardien, difficile de trouver une raison autre qu'on s'est assis sur nos lauriers. Était-ce les lauriers de la victoire? Ça, je ne sais trop. Mais ça recoupe ce qu'on vient de dire. C'est vrai. Et la situation des gardiens n'est pas différente de la situation chez les attaquants, chez les défenseurs. J'avais cru comprendre qu'Alex travaillait là-dessus parce qu'à un moment donné... On en a parlé ici. Non, mais tu m'as contacté pour avoir un numéro de téléphone à un moment donné. J'ai dit, il est en train de travailler sur les gardiens. Et j'étais en train de plancher là-dessus aussi. Et il s'est passé un peu, tu sais, comme quand tu achètes du yogourt, il y a une date de péremption. Ouais, là, et, que je ne suis jamais. Et il y a toujours le vieux gag, là, qu'est-ce qui se passe dans la nuit du 26 minuit. Du 26 au 27 à minuit. Qu'est-ce qui se passe dans le pot de yogourt? Et au Canada, le pot de yogourt a vraiment changé de saveur autour de 2016-2017. Là. C'est l'année où pour la première fois, on est tombé avec moins de 50% de joueurs canadiens dans la Ligue nationale de hockey. Et les gardiens aussi, ça a été, si ma mémoire est bonne, la saison suivante où là, on a vu que le nombre de minutes disputées... C'est avant, j'ai les chiffres là-dessus, je vais pouvoir vous les donner. Ouais, tu l'as compté en minutes de jeu. Moi, j'ai compté en minutes de jeu parmi les 15 meilleurs... En match disputé par les 15 meilleurs gardiens. Okay. Alors, on l'a calculé différemment, mais on voyait qu'à un moment donné, il y a eu comme un soubresaut. Une cassure, hein? Et... Au Canada, et c'est peut-être juste parce que, écoute, notre culture du hockey fait en sorte qu'on a toujours eu le plus grand bassin de joueurs. On s'est jamais attardé au développement des joueurs parce qu'il y avait tellement de hockeyeurs qu'on faisait juste faire jouer les meilleurs contre les meilleurs. On faisait juste évaluer puis dire, OK, les meilleurs, vous allez jouer ensemble, 2e catégorie, 3e catégorie. Et le talent se développait naturellement. On a tenu pour acquis que ça se poursuivrait. C'est beaucoup ça. Oui, ça a toujours fonctionné. Puis on continue à gagner des médailles d'or et tout ça. Mais les nations de hockey qui étaient derrière se sont attardées à le faire de la bonne façon, à prévoir des mécanismes pour maximiser le développement du talent. Et on se fait rattraper là-dessus. Et ça fait en sorte que le hockey... on est rendu, je pense, à 42% de joueurs dans la Ligue nationale. Puis les Américains, eux, sont en... Il y a une part de ça aussi qui est le hockey s'internationalise, puis il y a évidemment plus de marché qu'avant, mais quand tu regardes des nations comme la Finlande, puis là, on dépasse un peu juste le contexte des gardiens de but, mais quand tu regardes les Finlandais ou les Suédois, qui ont des tellement plus petits bassins de joueurs, s'ils profitaient... du même nombre, là, si les chiffres les favorisaient, il y aurait probablement des nations plus puissantes encore que le Canada parce que leur façon de faire... Avec leur façon de faire. Avec leur façon de faire, donne de meilleurs résultats au prorata. Là. Mais chez les gardiens, je sais que tu étais dans la question du public, là, je veux pas... Je pense à d'autres choses. Je voulais pas empêcher certains d'avoir voix au chapitre, mais juste pour... C'est la question du public. C'est ça, exact. C'est pour ça. Mais quelques chiffres pour la représentativité canadienne des gardiens dans la LNH. La courbe descend très rapidement. Il y a 20 ans, en 2005-2006, 51,6% des gardiens étaient canadiens, donc plus de la moitié. Ils disputaient 50,4% des minutes, donc au-delà de la moitié également. Il y a 10 ans, en 2014-2015, on était rendu à 41% des gardiens pour 42% des minutes. Et cette année, jusqu'à présent, 26% des gardiens canadiens pour 25% des minutes. Donc, en l'espace de 2 décennies, ça a fondu de moitié. Les gardiens canadiens obtenaient la moitié du temps de glace dans la LNH. Maintenant, c'est le quart. Et les Américains sont proches du 25%, sont rendus à 22-23 et ils étaient à 11 il y a 12 ans. Ils ont doublé. Et cette chute-là n'est pas juste quantitative, elle est qualitative. Oui, exact. Ouais. Alors ça, c'est doublement inquiétant. Mais quand tu regardes ça, le nombre de joueurs de hockey par rapport au membership, membership pour membership,
c'est pas normal que la Russie développe tant de gardiens d'excellence que ça et que nous, on soit plus capable de le faire. Là. Absolument. Et il semble pas y avoir d'urgence à Hockey Canada par rapport à Non, ça. c'est ça. Et moi, ça me jette par terre. Je me souviens, l'année dernière, je demandais à Mme Anderson, la nouvelle présidente de Hockey Canada, c'est une question par rapport... J'avais écrit une chronique sur le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de Canadiens parmi le top 10 de la Ligue nationale des marqueurs ou le top 15. C'était le hockey s'internationalise, ça veut dire que les autres font bien. C'est cyclique. Alors que c'est pas vrai. Si tu es PDG de Coca-Cola et tu es dominant dans le marché, si les autres te rattrapent... les autres sont forts. Ben oui, c'est ça, pas comme ça que ça marche. Le cola s'internationalise. Tu te bats pour chaque part de marché. C'est ça ta raison d'être. Là. Et on semble juste rouler sur le nombre. Ouais. Sur le vieux gars. Mais tu as senti ça dans tes conversations? Il y a différentes explications. Il n'y a rien d'absolu, là, mais les intervenants ont avancé différentes hypothèses, entre autres. J'étais un peu déçu que tu n'aies pas une réponse définitive dans tes textes. Moi, j'ai tout lu ça. Il y avait comme vraiment beaucoup de mots, alors que, très peu d'images, pas de réponse définitive à la fin. J'étais comme quel journaliste j'aurais pu faire autre chose. Qui fait dans la nuance. On n'est plus habitué à ça aujourd'hui, quelqu'un qui fait dans la nuance. Mais ça aurait pu être un tweet. On veut quelqu'un de tranché. Tout ça aurait pu être un tweet. Il y a un des facteurs qui défavorise les gardiens canadiens, et pas juste les gardiens d'ailleurs, ce sont les règles qui vont changer de la Ligue canadienne de hockey. C'est-à-dire que tu n'as que 2 ans. À partir du moment où un joueur est repêché, les organisations de la Ligue nationale n'ont que 2 ans pour les mettre sous contrat, sinon perdent leurs droits. Alors qu'en Europe et aux États-Unis, c'est 4 ans. Ça fait une grande différence pour les gardiens parce que ce que Martin Biron me disait, entre autres, c'est qu'à une certaine époque, tu as 4 saisons dans le junior, là, c'est de 16 à 19 ans, donc ton année 16, ton année 17, 18 et 19. Mais il n'y en a plus de gardiens de 16 ans où ça va être très, très, très sporadique. Ils vont avoir quelques matchs ici et là. Même des 17 ans, je regardais cette année, il n'y a aucun, ou c'était l'année dernière, je pense, il n'y avait aucun partant de 17 ans. Il y en a quelques-uns qui avaient des rôles de substituts, comme Gabriel Daigle, par exemple, ou Deneau, il me semble, qui est à Rimouski. Si je me rappelle bien. Bref, et il y en avait quelques-uns qui avaient atteint comme la trentaine de matchs à 17 ans, mais c'était vraiment une exception. Ouais. Alors qu'à l'époque, Biron avait gardé les filets pendant presque 60 matchs à 17 ans. Jean-Sébastien Giguère était précoce aussi. Il était dans la Ligue à 16 ans. Il jouait beaucoup à ce moment-là. C'était beaucoup plus fréquent. Alors, c'est comme si il perdait des années de développement. Et ensuite, le problème, c'est qu'au Canada, il n'y a pas de ligue universitaire digne de ce nom. On en a souvent parlé. Alors, quand le gardien a terminé son stage junior, il arrive à 20 ans, il faut qu'il soit prêt à jouer dans la Ligue américaine. Et il y en a qui le sont. Parmi les meilleurs, souvent, il y en a qui le sont. Mais si tu n'es pas prêt, Biron me disait « t'es mort ». Puis nous, au Canada, on n'a pas cette étape-là entre les deux qui permettent aux gardiens de se développer à 21, 22, 23 ans parce qu'ils restent à l'université, puis qui vont éclore de façon peut-être un peu plus tardive. Parce que même s'ils atteignent leur apogée en même temps que tout le monde, selon ce que tu disais tantôt, vers 24-25 ans, c'est très fréquent qu'il y a des joueurs de hockey, peu importe la position, qui ont une éclosion tardive. Ouais. C'est quand même un sport à développement tardif. Et on me disait souvent, on perd cette étape-là ici au Canada. Donc ça, c'est une des pistes d'explication qui vient jouer. Il n'y a surtout pas de stratégie nationale. Et ça ne changera pas. Parce que juste les pour autres pays ont fait un effort conscient de dire on va investir temps et argent dans le développement des gardiens. Qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux? Au Canada, il ne semble pas y avoir de stratégie nationale. J'ai essayé d'obtenir une entrevue avec Brad Kirkwood, qui est le nouveau, là, ça fait pas très longtemps qu'il est en poste, donc personne ne voulait lui jeter la pierre, là, mais Kirkwood, qui est le nouveau responsable des gardiens haute performance à Hockey Canada. Bon, gardienne, hein, c'est pour tout le monde. Oui. J'ai eu quelques échanges avec une relationniste. Attends, tu as eu des échanges avec les relationnistes de Hockey Canada, puis pour finalement pas avoir d'entrevue. Là, ça faisait comme 10 jours, puis j'ai toujours pas d'entrevue. Alors, là, j'ai fini par faire comme, bon, je posais si j'attends après ça pour publier. Oui, c'est ça, j'ai dit, je vais publier parce que là... Le médium n'existera peut-être plus. Je suis tanné. Ouais. Et donc, Kirkwood est en poste depuis pas longtemps, mais ce qu'on me disait, c'est que ça n'a jamais été un poste stable. Avant ça, il y a Fred Brathwaite qui a eu ce poste-là pendant un bout de temps. Mais quand il est parti, ils ne l'ont pas remplacé.
Là, il y a eu Justin Pogge pendant un petit bout de temps. Coudon. Mais quand il est Tous les parti, anciens, ils l'ont pas remplacé. Là, Kirkwood est là depuis pas longtemps. J'ai pas été en mesure de lui parler, mais Kirkwood est aussi... Mais ce ne sont pas eux qui doivent faire le développement au niveau national. Non, mais si tu fais une stratégie nationale, tu vas établir une certification pour tes entraîneurs qui vont, après ça, vont venir la passer chez vous, vont retourner dans leurs clubs locaux. Et puis là, tu vas avoir plusieurs entraîneurs certifiés qui vont pouvoir faire du développement dans le hockey mineur. Donner des outils. Mais c'est Hockey Québec, Hockey Ontario, Hockey Saskatchewan qui Mais ça faire devrait partir de la Fédération nationale. Du moins, aux États-Unis, c'est ce qu'on a décidé de faire. On donne des certifications. Il y a plusieurs niveaux. Parce qu'aux États-Unis, ils n'ont pas vraiment de fédération. Peut-être pas aussi... Il n'y a pas régional, hockey ouais. Massachusetts ou quelque chose. C'est une... Ouais. Ils se réfèrent beaucoup à la Fédération nationale C'est une espèce directement. de centralisation. Alors que nous, on a reproduit le système fédéral dans le sport. Fait que t'as une fédération provinciale, une fédération nationale qui fait les... alors, c'est éparpillé. Tu as différentes stratégies partout, mais... Oui, peut-être que ce serait bon que ce soit... Mais ne serait-ce que pour... une vision commune. Je vous donne des exemples. Mettons, l'année dernière, pour la première fois, USA Hockey a tenu un symposium des gardiens de but. Donc là, il y avait plein d'entraîneurs éparpillés là, aux quatre coins du pays qui se sont rassemblés, puis on discutait de... il y avait des psychologues, il y avait des spécialistes en biomécanique, il y avait des discussions, il y avait d'anciens gardiens, évidemment, de très haut niveau. Il y avait des discussions sur est-ce qu'on devrait avoir des plus petits filets quand ils sont plus jeunes pour pas qu'ils prennent de mauvais plis, puis qu'on développe de meilleurs athlètes. Et c'est pendant des jours. Là. Ils font la même chose avec leur camp de sélection de l'élite, mais un peu plus tardivement. Donc, tu as des camps de 4-5 jours pour les U20, les U18, les U15, où ils rassemblent l'élite de l'élite ensemble pendant plusieurs jours, encore là avec des spécialistes, et puis ils sont en compétition l'un contre l'autre, puis ils essaient de faire mousser le talent. Puis entre autres, ce que François Allaire me disait aussi, c'est un des problèmes au Québec puis au Canada, c'est, on parle dans plein de directions, mais il y a vraiment... Il y a tellement d'explications et de raisons. Comme en disait l'auditeur tantôt, c'est multifactoriel. Voilà, il y avait raison. Ce qu'Allaire disait, c'est que ici, on a tendance à, quand un petit gars est identifié 2A, à partir du Pee-Wee 2A, il sort plus c'est comme à la vie à la mort. Exactement. Ça, c'est vrai à toutes les positions. Oui, mais ça explique pour les gardiens. Ouais. Et les petits gars qui sont dans le local, dans le A, dans le B, des fois, il y en a qui connaissent des progressions parce qu'ils ont une poussée de croissance, parce que il peut y avoir plein de raisons. Moi, je l'ai vécu. Parce qu'ils sont passionnés, puis qu'ils travaillent comme des fous, puis que finalement, l'autre, il vit sur son talent, puis sur du temps emprunté. Puis bref. Et en Suède, ils font pas ça. Et en Finlande, ils font pas ça. Puis des fois, on voit des gars émerger qu'on n'avait jamais vu. Personne ne l'avait sur leur radar. Puis là, ils ont 16-17 ans, ils mesurent 6 pieds 5, puis il était nulle part. Mais là, c'est lui le meilleur. Fait que lui, il est rendu dans les camps de l'équipe nationale, puis finalement, ça devient Jacob Markstrom, mettons. Le gars, il a joué au handball, il a joué au volleyball, Exactement. Il a joué au soccer, puis c'est un athlète complet. Puis nous autres, on a développé des techniciens qui apprennent à bouger de la même façon depuis 12 ans. Ils ont toute une position. Marco Marciano, l'entraîneur des gardiens du Rocket, me racontait il y a quelques années, là, durant l'été, il y a ses cliniques de gardiens et tout ça. Puis à un moment donné, il disait aux gardiens, allez dehors, là, prenez vos gants, puis lancez-vous comme au baseball, où vous allez travailler votre gant, vous allez... Puis les gars n'étaient même pas capables de lancer une balle, là, tellement qu'il était unidimensionnel. Ils n'en revenaient pas. C'est pas des athlètes. On ne forme pas des athlètes. On n'a pas développé toutes les compétences. Puis la question des coûts est très importante. La question des coûts, c'est ça. Mais ça fait partie. avec les Américains, justement, il y avait... Bon, je comprends que tu veux que j'arrête de parler, lire Alex. Ça. Non, Alex alors voilà. me fait des allez signes. lire ça. Mais les Américains, on arrête le balado puis on part un épisode spécial sur les gardiens du Mais je suis tombé un peu comme dans un trou de lapin, là, un rabbit hole. Là, j'étais comme... Là, j'ai bien trop de stock. Il faudrait que je parle à bien d'autres faire un livre. Puis là, je pourrais faire un livre avec ça. Finalement, je m'en suis tiré avec deux articles qui font 4000 mots à peu près. T'as pas un troisième texte? 4000 mots, ça doit être. T'as 4000 mots pour des articles. 4000 mots, c'est bon. Ouais, c'est bon. Donc, c'est une série de textes. Je pensais qu'il allait avoir un troisième texte. Oui, mais regarde, je pense qu'on est quelques-uns. Non, allez lire ça. C'est très, très intéressant dans la section des sports de Radio-Canada.ca. Ce qui nous amène à la question. C'est parce que la prémisse de ça, c'est lié, là. C'est parce qu'il n'y a pas de gardien. Mais là, on peut plus arriver à une autre question, là. Ah, OK, oui. Non, mais il en reste une, puis après ça, on s'en va se coucher. Oui. Qui va garder les buts? Parce que demain, mercredi, 18h30, que le Canada et les États-Unis à 18h30. Précédemment,
à quoi, 14 14 on va dire, heures. Jack? 14 heures. La Finlande et la Suède. Les formations pour le tournoi des 4 nations seront annoncées. D'ailleurs, et je le dis, et j'aurais dû le dire avant, mais en même temps, j'ai pas eu beaucoup l'occasion de parler. Pour une première fois, nous serons en réactivité. Non, en réaction, Alex. Nous serons réactifs. Et pour une première fois dans l'histoire du Tellement Hockey, on va... que c'est prévu. On a déjà fait un épisode, je pense... à la course, là, quand Claude Julien a été congédié, ou était-ce Michel Terrien, mais c'était pas prévu. Mais là, c'est prévu. Demain, après, en soirée, sur YouTube, il y a épisode spécial, réaction aux annonces des équipes nationales qui seront du tournoi des 4 nations. Puis le lendemain sur OHDO, hein, c'est ça, Jacques-Alexis? Ouais. Donc le lendemain sur Audio. Mais donc demain soir, on vise 21h, heure de l'Est. Non, oui, heure de l'Est. Balado spécial, réaction sur les 4 nations. C'est même pas un gros événement. C'est parce que c'est une mise en bouche pour les Jeux olympiques. C'est ça, Ouais, c'est juste ça, on s'entend. On se là. pratique. Ben, si c'était pas de ça, ouais, je pense que C'est un truc organisé par la Ligue nationale pour faire de l'argent là, Oui, exact. avec le hockey international. S'il n'y avait pas les JO l'année prochaine, je pense que l'intérêt serait pas le même. Mais là, Exact. c'est ça, c'est vraiment comme et une non rampe de seulement, lancement. et non seulement pour les amateurs, mais aussi, tout le monde prend ça un peu plus au sérieux, j'ai l'impression. Je parle dans les organisations. Là. Parce, Oui. parce que C'est le coup de pratique. parce que la Ligue nationale n'a pas participé aux Jeux depuis 10 ans. Puis Ouais. là, Et c'est ça. on se retrempe dans la confection d'une équipe nationale. Ils font, là, comment on fait ça déjà, une équipe nationale? Est-ce que c'est aussi simple que de prendre les 12 meilleurs marqueurs canadiens, les non. 6 meilleurs marqueurs chez les défenseurs? Puis... Parlez-en à Chris Draper C'est ça. Ou Chris Kunitz. ou Chris Kunitz. Enfin, le Chris de votre choix. Alors, qui va garder? Ça va être qui le... Commençons avec les gardiens. Mais je On pense fera pas toute la formation. Non, mais, mais je pour, pense je pense pas que Samuel Montembeau va être là, malheureusement pour lui. Moi, c'est mon numéro 1. Je l'ai dit il y a 2 mois. Écoute, pour vrai, il y a pratiquement... Il y aurait pratiquement autant d'arguments que d'autres. Là. Je veux dire, il n'y a personne qui connaît une grande saison à part Logan Thompson ou presque. J'ai l'impression, à Hockey Canada, on est très attaché à ça aussi, là, le pedigree et puis ceux qui ont déjà brillé. Puis... Ouais. Alors, et ça a l'air de ce qu'on entend aussi, là, que Jordan Binnington et Hayden Hill, Ils ont le pedigree. c'est pas mal confirmé. C'est-à-dire une Coupe Stanley. C'est ça. Puis de toute façon, le troisième risque d'être le troisième, justement. Donc, Ouais. c'est-à-dire qu'on le verra pas beaucoup. Là. Et puis, Mais tu sais, il reste du temps, beaucoup de temps avant les Jeux olympiques. Là. Alors, ça donne le temps d'intégrer quelqu'un dans l'entourage. Puis, à partir de là, ça va être une course qui va durer un an. Ce qu'on entend, Martin, c'est que c'est comme si c'est ça. Parce que tu as raison de dire ça. Il va y avoir une grosse année. Oui. Mais on a comme l'impression que, non, c'est ça, mieux vaut partir. C'est un test, là, c'est une répétition générale, Ouais. mais il y en a qui y a des choses. Les dirigeants de l'équipe et les entraîneurs vont voir des choses qu'ils ne vont pas aimer dans cette compétition-là, ou qu'ils vont beaucoup aimer, qui est insoupçonné, puis qui va changer la configuration de l'équipe. Mais tu sais, moi, depuis le départ, je pense qu'on en a jasé, Alex et moi, sur la passerelle de presse. Tu peux pas diriger l'équipe nationale du Canada puis placer devant les filets quelqu'un qui n'a pas connu un succès majeur ou qui n'a pas vécu une épreuve de compétition majeure. Fait que les gars qui ont déjà gagné la Coupe Stanley, là, peut-être qu'ils n'ont pas une bonne saison cette année, mais ils ont gagné la Coupe Stanley. Là. Puis, et l'échantillon de gardiens disponible pour le Canada n'est pas très grand. Fait on entendait parler de Samuel Montembeau dans les candidats. Là. Wow, Je pense- il a gagné un championnat du monde. Je pense qu'il y a pas mal de directeurs. Oui, il a été un championnat du monde. Je me fais l'avocat. non, mais ça compte. Là. Mais dans la hiérarchie des succès, tu sais, le gars qui a gagné la Coupe Stanley, je pense, va avoir un préjugé nettement favorable par rapport à un gardien comme ça. Puis ça risque d'être ça. Là. Ouais. Donc, les deux qui l'ont gagné Ouais. vont être là. Et puis, moi, je miserais sur Logan Thompson comme troisième larron. Ouais. Qui sera le Chris? Est-ce qu'il y a un Chris Draper qui se profile à l'horizon? J'entends par là. Mais parce qu'il y a toujours des surprises. Souvenez-vous. Surprise? Des fois, c'est un jeune. Je me rappelle, mettons, Drew Doughty, la première fois qu'il a été sélectionné, il avait quoi? Je pense 18 ans. Tout le monde avait fait comme ouh. Ouais, il était souvent des surprises comme ça. Ouais. On essayait. C'est ça. Comme tu disais, Martin, ça fait tellement longtemps qu'ils n'ont pas monté une équipe nationale. Je ne sais pas si on va tomber dans les murs réflexes, mais je parlais de Chris Kunitz. Des fois, on essayait de reproduire des duos de certaines équipes de la LNH puis de les brancher dans cet alignement-là. Moi, mon questionnement, peut-être que je suis un peu fou de penser ça, mais est-ce que Connor Bedard va être là? Ça semble être acquis, là, mais...
C'est ça. Il y a beaucoup de choses qui semblent être acquises, mais c'est jamais... Ça semble être acquise, ouais. Ben, acquise, mettons, merci. en 2006, ben là, ça fait longtemps, tu me diras, mais on est capable, parfois chez Hockey Canada, en 2006, c'était l'année recrue de Sidney Crosby. Et puis, Eric Stahl aussi était en train de connaître une saison de 100 points. Tu sais, il y avait une nouvelle vague là, Ouais. qui débarquait. Je pense que Jason Spezza aussi était au fait de sa carrière à ce moment-là. Il n'y en avait aucun des trois qui avait été retenu pour l'équipe olympique à Turin. Ça avait d'ailleurs été un fiasco. Mais je serais pas... On dirait que je tomberais pas des nues s'ils nous disent... Tu sais, Connor Bedard, peut-être l'année prochaine pour les JO, mais pour l'instant, encore un peu vert. Je le prendrais pas. Je serais pas si étonné que ça. Moi, ça me si jetterait c'était ça me non. jetterait pas par terre. Là. Alors qu'il est sur tous les... Ouais, toutes les projections que j'ai vues, il est toujours Ouais, là. ouais. Mais non, je serais pas si surpris. Puis il pourrait y avoir Travis Konechny, des gars qui ont gagné des galons depuis le début de la saison, là, des joueurs comme ça. Là. Il ne faut pas oublier une chose, parce que moi, je me souviens clairement de Sochi. On était là et le Canada a gagné. Il y avait beaucoup de gros noms, là, mais le Canada a gagné parce que c'était probablement la meilleure équipe défensive de tous les temps. Là. C'était incroyable. Et la possession de rondelles, des gros gars dans le coin qui s'installaient là puis qui sortaient avec la rondelle, qui empêchaient l'adversaire de sortir de sa zone, qui prolongeait la présence en zone adverse. Les Pietrangelo, Weber, etc. Doughty, Avec Price devant le filet. C'est une équipe qui ne donnait pas de tir par match. Je me souviens, après un match... mais même... Je pense il y avait Danny Dubé et Martin Maguire qui étaient là pour décrire les matchs. Ils étaient estomaqués à un moment donné. On m'avait demandé de choisir les 3 étoiles d'un match, puis ils étaient estomaqués que je n'ai pas choisi Carey Price comme étoile dans un match. Il avait fait face à 2 chances de marquer, je pense, dans la rencontre. Là. Mais ils les avaient arrêtés. Ben oui, j'espère. Mais c'est ça, c'était une équipe défensive incroyable. Ouais. Et dans des matchs comme ça, t'as pas un... Il peut se passer n'importe quoi dans un match de hockey. Là. Une déviation, un mauvais bond, c'est ça. Et si tu veux mettre les choses, les chances de ton côté, il faut que tu sois excellent défensivement. Fait que, et avec l'expérience des directeurs généraux qui sont là, je pense qu'il y a un fort accent qui va être mis là-dessus. Même si on va placer des joueurs très talentueux sur la patinoire, il va avoir une pensée défensive très forte. Là. Étonnez-vous pas qu'il y ait 2-3 vieux éteignoirs dans cette équipe. D'autant plus que là, il y a une fragilité devant le filet. Ils vont faire attention à ça aussi. Alors, je le répète, demain, tellement hockey réactif. Mais réactif, prévisible, ça c'est bien. Parce qu'on est réactif, mais on le prévoit. On le sait. On prévoit qu'on va l'être. Donc, en soirée, on vise 21h sur YouTube. Pendant que vous serez là sur YouTube, cliquez là, sur un petit bouton, un cœur, ou non, ça c'est un autre... abonnez-vous, cliquez sur le pouce, abonnez-vous et laissez un commentaire si le cœur vous en dit. Puis demain, cet épisode réactif aux annonces des équipes nationales du tournoi des 4 nations sera disponible sur audio. Alexandre Gascon, allez lire Alexandre Gascon pendant que je suis dans la liste là, des promos. Ce seront probablement les 4000 mots les plus instructifs. Je pense. Que vous lirez cette semaine. Au moins 3000 sur les 4000. Est-ce que c'est... 4000? L'autre 1000, c'est moi qui m'amuse. C'est ta prose. Ouais, non, jamais un peu de couleur, glaçage. Ouais. Est-ce que c'est 2 fois 4000? C'est 2005 et 1005 environ. OK. Et pourquoi ce débalancement? Parce que j'ai disséqué plus en profondeur. C'est en témoin de deuxième fois. J'ai disséqué plus en profondeur le problème canadien. Ouais. Et après, j'ai donné au niveau de la répartition des mots, ça me semble inégal. Ouais. Mais moi, je suis pas éditeur, là. Je prends la critique, je pars avec ça. Alexandre Gascon, donc, c'est quoi les titres, si on veut? Alors, il y a le développement des gardiens, la recette américaine. Ouais, ça c'est le deuxième. Ça, c'est le 1500. Et l'autre, filet désert, 2 points. Bon.
Y a-t-il un problème de développement Parce des que gardiens au Canada? C'est le désert. Martin, je sais pas si tu as compris le jeu de mots. Non, c'est un je jeu de ne mots. comprenais pas. Parce que quand tu enlèves ton gardien au hockey, C'est ça, on dit que c'est un filet désert. un but dans un, comme, mettons, un but dans un filet désert. Oui, ça, c'est Mais parce là, qu'il n'y avait plus de gardien. c'est ça. Il Mais est là, rendu au banc. mais là, c'est le désert Devant le filet. devant les filets canadiens. Ouais. Alexandre Gascon, tu es notre journaliste affecté aux affaires du Canadien, de la LNH et du hockey international. Fier de l'être. Merci infiniment. Merci à vous, ça a été un plaisir, messieurs. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Merci infiniment. Ça a été une joie. Encore une fois. Jacques-Alexis Bernardin est le réalisateur de Tellement Hockey. Jacques-Alexis, merci infiniment. Non, mais tu sais, quand t'as pas de vocabulaire. Je m'appelle Alexandre Coupal et merci infiniment à vous tous et à vous toutes d'avoir été là. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.